Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des sponsors. Aujourd'hui, nous remercions particulièrement Olivier Courtois, Arnaud Christ, Adrien Naïm, Riichi, Laurent Marouani, Jordan Cure et Elias Asman qui ont choisi de soutenir l'émission en allant sur patreon.com/rdvtech. Merci à eux et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour nous aider à couvrir tout ce qui s'est passé dans le monde de la tech et à vous le résumer de manière compréhensible avec, on l'espère, un petit peu d'analyse en plus, j'ai Jeff Clavier comme quasiment tous les 15 jours. Comment ça va Jeff depuis la Silicon Valley ? La Silicon Valley va bien, on va en parler pas mal dans cet épisode. C'est un plaisir de revenir parce que en fait, ça fait peut-être 8 semaines que je n'avais pas pu te rejoindre et donc ça fait plaisir d'être de retour. Magnifique. Et un autre qui est de retour après presque 6 mois d'absence, alors qu'il fait partie, les anciens s'en souviendront, des fondateurs originaux du Rendez-vous Tech, c'est Yann Allais, qui nous rejoint, lui, depuis son Canada adoptif. Comment ça va, Yann ? Canada adoptif ? Bah oui, je suis canadien maintenant. Ah, t'as la nationalité, c'est vrai ? Ouais, j'ai la double nationalité maintenant. Mais j'ai gardé la nationalité française aussi. Ah, donc, quand même. C'est bien. Il y a deux contre un là. T'as un Américain, un Canadien, un Français. Vrai. Donc attention à ce que tu dis là. Écoute, ça fait toujours plaisir d'être là avec vous. Donc je sais que tu as sélectionné des sujets très intéressants. Merci de commencer tout ça. Là. Mais t'as pas pris l'accent par contre, hein, Yann. Je suis un petit peu déçu. Écoute, c'est un travail de tous les jours, mais ça dépend. Quand je suis énervé, je commence à sortir des hosties, des tabernacles. Ça fait un peu bizarre là parce que tout de suite on réalise que je suis pas natif, mais voilà, de temps en temps comme ça m'arrive. Écoute, on va essayer dans cet épisode de t'énerver suffisamment pour que ça sorte. Alors, ça va être notre but. Ok. Il t'énerve, tu sors un tabernacle et il se fout de ta gueule. Mais alors deux premières, et toi t'es complètement rouge. Bon, on va commencer l'épisode avec un ou deux petits retours sur des trucs dont on a parlé à l'épisode précédent et sur lesquels j'aimerais avoir l'avis de Jeff en particulier, qui est, comme certains d'entre vous le savent, au cœur de la Silicon Valley, puisqu'il est venture capitaliste, donc investisseur dans des startups. Il y a deux sujets en particulier sur lesquels j'aimerais avoir ton avis, enfin 3 en fait. Et Yann, bien sûr, tu connais les règles. Quand tu trouves que on a trop parlé et que tu veux dire des choses, tu nous interromps et tu nous voles la parole. Évidemment, elle te sera accordée immédiatement. Mais plus particulièrement à Jeff, d'abord, il y a la question qu'on a évoquée la dernière fois du rachat de Whole Foods par Amazon. Alors, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, peut-être allez l'écouter avant d'écouter celui-là. Mais en tout cas, Amazon a racheté Whole Foods, une grande chaîne de distribution de produits frais aux États-Unis. Est-ce que toi, tu as un avis sur la chose ? Est-ce que tu penses que tu vois là où veut aller Amazon ? Rapidement, en 2-3 minutes, puisqu'on en a déjà parlé à l'épisode précédent. Clairement, de toute façon, déjà, c'est toujours intéressant d'essayer de prédire ce que Bezos va faire sur son échiquier, puisque par définition, tu vas te planter, étant donné qu'il a commencé donc avec les bouquins, ensuite il fait en sorte de délivrer quasiment tout produit que tu puisses imaginer. Après, il s'est mis à faire de l'infrastructure dans le cloud, et puis maintenant il fait des fusées, et puis maintenant, alors que tout le monde s'attendait à ce que Amazon ne fasse qu'une chose, c'est continuer la poussée de l'e-commerce. Il rachète Whole Foods, qui, comme tu le dis, est une chaîne de distribution d'assez haut de gamme, avec des produits frais, organiques. Bon, pas uniquement ça, mais c'est là où beaucoup de gens en fait dans la vallée vont se fournir. Et donc, d'un seul coup, Amazon prend en main un des grands de la distribution avec des magasins physiques. On savait qu'ils avaient fait
quelques tentatives à Seattle, je crois, d'ouvrir leur propre magasin avec des expériences dans le magasin complètement différentes, où tu n'as pas du tout de caisse ou de caissière, etc., etc. Et donc la grosse question, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde de la distribution? Clairement, la façon dont nous on le voit et la raison pour laquelle on est excité, c'est que ça change complètement la donne dans le monde du retail, dans le monde de la distribution, parce que avec Amazon qui est maintenant propriétaire de Whole Foods, on peut s'attendre à des changements vraiment, je pense, très importants dans la façon dont l'expérience à l'intérieur du magasin va se déployer, et ça va forcer les autres chaînes, que ce soit Safeway, que ce soit Walmart, à en gros faire rentrer des nouvelles technologies. Et pour nous, investisseurs, c'est toujours intéressant d'avoir une pression externe due à la compétition, de te forcer à adopter des nouvelles technologies, parce que, pour être très honnête, le monde de la distribution a été relativement lent. D'accord. Tout le monde a essayé plus ou moins de faire leur propre système de checkout, comment tu dis, checkout, de sortie, de paiement, de paiement, etc. Sans que ça marche vraiment bien. Et donc ça va être super intéressant de voir ce que ce rachat par Amazon veut dire. Walmart a dépensé beaucoup d'argent récemment. Un peu plus de 3 milliards pour racheter Jet, qui est un espèce de concurrent d'Amazon. Ils ont racheté Bonobos, qui est un site d'e-commerce de fringues pour les hommes. Donc, ils dépensent pas mal d'argent, mais pour, en gros, rentrer en compétition contre Amazon sur le domaine e-commerce, et d'un seul coup, Amazon rentre sur leur plate-bande, sachant qu'il y a une grosse différence en termes de clientèle visée, c'est-à-dire que Walmart, c'est vraiment c'est plus populaire, le consommateur de base avec des prix très bas, alors que Whole Foods, ça reste quand même assez haut de gamme. Mais je pense que ça va être super intéressant. On va voir ce que ça veut dire, puisqu'il y a cette espèce de convergence des deux mondes qui sont faits par quelques grands géants de la distribution aux États-Unis. Et c'est marrant parce qu'effectivement, du coup, c'est d'une part cette convergence qui est accélérée par Whole Foods, et ce que tu nous dis, auquel on n'a pas forcément pensé, c'est que ça change les choses, bien sûr, pour Amazon, mais ça met aussi la pression sur les autres distributeurs existants qui vont devoir se bouger peut-être beaucoup plus vite qu'ils n'auraient dû le faire autrement. Donc, perspective intéressante, et j'imagine que ça donne des opportunités pour des startups et des entreprises innovantes, justement, d'aller changer les choses, shake things up du côté des existants et de la vieille industrie de la distribution, parce que maintenant ils ont un petit peu plus le feu aux fesses, quoi. Voilà, que ce soit en termes de livraison, donc il y a plein de services de livraison aux États-Unis, notamment Instacart, qui est un des gros partenaire de Whole Foods, et on s'attend à ce que Amazon lance son propre réseau de livraison, puisqu'ils ont des réseaux parallèles aux États-Unis à UPS et FedEx, etc. Tu as maintenant des voitures Amazon qui viennent te faire des livraisons, y compris le samedi et le dimanche. Donc on va voir ce que ça veut dire là. Et puis après, c'est l'aspect purement technologique de qu'est-ce que ça veut dire un Whole Foods qui est maintenant à Amazon. Qu'est-ce qu'on va avoir en termes d'application, en termes d'expérience? La chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'on aura la même qualité de produit? Et Bezos a dit que ça ne changerait pas, bien au contraire. Donc de ce côté-là, on est rassuré, mais c'est vrai que ça va être super intéressant. Ok, avançons sur une autre question pour laquelle je vais me tourner un petit peu vers Yann. Du coup, c'est la question de la fameuse station F, donc cet incubateur de start-up, et d'une manière un petit peu plus générale de la tournure que commence à prendre la France sous l'impulsion du nouveau gouvernement. Alors, en dehors des questions purement politiques, essayons de parler un petit peu de tech ici et de ces initiatives qu'ils prennent. Alors, évidemment, la station F est une initiative semi-privée. On sait bien que Xavier Niel l'a vraiment voulu, mais il y a aussi donc dans cet incubateur qui va accueillir plus d'un millier de startups la participation de sociétés comme Microsoft, Facebook, Amazon, etc. On sait que le gouvernement essaye d'encourager l'entrée sur le territoire d'innovateurs, d'entrepreneurs, et dans le même temps, on sait que Donald Trump, il y a des rumeurs en tout cas selon lesquelles Donald Trump serait en train de repousser, voire d'annuler les règles qui permettent aux entrepreneurs d'émigrer aux États-Unis pour commencer des sociétés. Donc il y a un petit peu
un effet inverse dans les deux pays. Mais toi, du côté canadien, je sais que, enfin, on sait tous que le Canada et en particulier le Québec accueille énormément de sociétés, notamment de jeux vidéo, avec Ubisoft, mais d'autres aussi, grâce à des avantages que le gouvernement fournit sans doute des visas que le gouvernement fournit pour attirer justement ces talents. Alors, toi, Yann, comment est-ce que tu vois ces initiatives en France? D'une part, les startups, et puis toute cette une sorte de hipsterisation. Je dis un petit peu hipster parce que c'est facile de se dire oula, ça y est, on essaye de relancer l'économie uniquement par ces histoires de tech. Et c'est un petit peu une vision, on pourrait penser que c'est un petit peu une vision idéalisée, genre ça y est, on va aider les entrepreneurs à venir et tout à coup tout va aller mieux. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, je sais pas. Mais toi, Yann, qu'est-ce que t'en penses de cette ambiance, de ces initiatives d'une manière générale, étant donné que tu connais un petit peu les deux, quoi? Écoute, moi je te dirais qu'effectivement au Canada, en particulier au Québec, comme tu le dis, il y a beaucoup d'allègements et de structures faites autour du jeu vidéo pour aider les sociétés à s'installer ici. Donc c'est vraiment très intéressant de monter sa boîte ici, puisque tu payes pratiquement que 50 ou 60% du salaire d'un employé. Donc c'est super intéressant. Quand j'étais en France, moi je voulais travailler donc dans l'industrie tech, dans le jeu vidéo en particulier, mais moi ça me passait même pas par la tête de vraiment envisager de le faire en France, parce qu'il y avait rien à l'époque. Enfin, il y avait la tech traditionnelle, c'est-à-dire tu rentres dans une SS2I ou tu rentres dans une boîte de développement de jeux vidéo. Il y avait quand même Ubisoft, logiciel, il y a mais une culture, oui, une mais industrie de jeux pas, vidéo forte ici, non? Pas aussi pointu et développé qu'en Silicon Valley ou au Québec, où ils sont super spécialisés dans un domaine et que tu vas avoir du choix en fait. Tu voulais faire du jeu vidéo à Paris, c'était Ubisoft, où tu avais 2-3 boîtes encore, mais c'était très risqué et puis c'était très établi, ça bougeait pas beaucoup en fait. Donc quand je vois ce genre d'initiative, moi je trouve ça très intéressant, surtout que Xavier Niel, c'est pas la première fois qu'il fait un coup d'essai comme ça avec son école 42, je crois qu'il l'appelait ça. C'est ça, ouais, c'est 42. Voilà, qui est encore très en marge de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire que tu peux rentrer là même sans un bac et que tu donnes ta chance un peu à tout le monde pour pouvoir réussir dans la vie. Donc il y a quand même une similitude en fin de compte dans les deux approches. La seule chose que je dirais par rapport à ce que j'ai lu, c'est plus un conseil par rapport aux personnes qui seraient intéressées pour rejoindre Station F. C'est que moi, je suis rentré dans une école donc qui s'appelle Supinfo, qui a aussi beaucoup de similitudes dans le sens où on te met à disposition tout plein d'outils d'aide, d'accompagnement, de logiciels gratuits, etc. pour t'aider à réussir. Mais t'as 5 ans. C'est ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça le principe d'un incubateur, c'est que tu vas être en proximité de plein de start-upers et tu as un accompagnement, des conseils, des outils, etc. Oui, pour aider à te lancer, quoi. Exactement. Mais une fois que cette période est terminée, et puis en plus, il en parlait, Xavier Niel, que bon, globalement, l'incubation, c'est entre 6 mois et 2 ans. Mais une fois que ce truc est terminé, t'es lâché dans la nature à nouveau, et puis c'est fini tout ça. Donc c'est vraiment en France, en tout cas, j'ai remarqué, et puis beaucoup moins en Amérique du Nord, c'est qu'en France, on a tendance à rentrer dans une structure d'éducation, de formation, et puis s'attendre qu'à la fin, on va avoir un diplôme ou un papier, un truc, et qu'une fois qu'on aura ça, ça va être notre passe-droit pour réussir professionnellement. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est une super idée, mais que c'est vraiment que le tout début, en fait, et qu'il faut vraiment saisir toutes les opportunités qu'on va avoir de ce genre de structure, développer les contacts. J'ai entendu parler de la présence de venture capitalistes qui aura là. Donc, développer les contacts, développer l'expérience, absorber vraiment toute la connaissance qu'on aura dans ce genre de structure et changer vraiment la mentalité française qui est un peu OK, je rentre là-dedans et puis I'm in and I'm set. Ça c'est, il faut changer également cette mentalité-là. D'accord. Et toi, Jeff, alors, avec pour ceux qui ne le savent pas, tu fréquentes énormément de startups. Ton boulot, c'est d'essayer de décider si oui ou non il faut investir dans l'une d'entre elles. Et donc, tu fréquentes énormément de ces gens-là. Quel regard est-ce que tu portes sur cette idée
d'incubateurs et peut-être même ces idées de visa aussi. J'imagine que, enfin, tu nous avais déjà dit que c'était plutôt une bonne idée à ton avis, puisque ça a beaucoup marché aux États-Unis, mais l'incubateur et tout cet esprit qui pourrait, je pense, pour certains, apparaître un petit peu comme c'est un peu le coup de baguette magique. Les gens pensent qu'il suffit de décider qu'on va faire des startups et tout à coup, pof, ça y est, ça marche et ça relance ce côté de l'économie. Est-ce que tu penses que c'est de l'artifice ou est-ce qu'il y a un vrai bénéfice à ce type d'initiative? Non, c'est simple. Je vois 3000 startups, j'en choisis 15, je mets un coup de baguette magique et ça marche. C'est malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a vraiment beaucoup de questions. Donc on va essayer de répondre à un peu tout. On avait parlé donc de l'initiative de Macron d'offrir un visa entrepreneur et comme je l'avais expliqué sur le rendez-vous tech, malheureusement ça fait 7 ans qu'on se bat aux États-Unis pour créer ce visa entrepreneur et ça n'a toujours pas été accepté. On avait grâce à Obama cette règle d'entrepreneur comment vous appelez ça, la International Entrepreneur Rule, donc la règle de l'entrepreneur international, et malheureusement Trump, dans sa grande stupidité, a décidé de l'annuler parce que c'est des terroristes, on le sait bien. Donc on avait trouvé cette espèce de porte latérale qui nous permettait de faire rentrer des entrepreneurs avec non pas un visa, mais en gros on les laissait rentrer dans le pays, ça va être annulé. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver à la même galère à essayer de faire rentrer les gens via des H1B, des O1, etc. D'autres types de visas, ouais. D'autres types de visas, donc on se battra et malheureusement à la fois les Anglais, même si maintenant ils ont le Brexit, les Français et les Canadiens ont tendance à offrir de façon très très simple, quasiment à tout entrepreneur qui veut venir s'installer, un visa et les moyens de se développer. Donc ça c'est super. Donc pour toi c'est vraiment un aspect positif pour l'économie. Ah oui, ça c'est pas de l'artifice, clairement. C'est un truc qui aide à développer l'activité, quoi. Parce que c'est très simple. Tu vois l'impact que certains immigrés ont eu en venant s'installer aux États-Unis, où ils ont créé des boîtes qui ont embauché des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, qui ont créé des fortunes de plusieurs dizaines de milliards pour l'ensemble de l'écosystème lorsque les boîtes ont été publiques. Tout ça parce qu'on les a laissés rentrer aux États-Unis. Je veux dire, j'ai eu cette chance-là. Ouais. En récupérant un visa il y a 17 ans et j'ai aidé à créer plus de 200 boîtes aux États-Unis. Mais alors, pour me faire un petit peu l'avocat du diable un instant, et on est à la frontière entre la politique et la tech, mais c'est important pour essayer de comprendre pourquoi et si ces visas sont importants. L'autre argument, c'est de dire, bah oui, mais là, les immigrés vont le faire. Pourquoi est-ce que un Américain, ou dans notre cas un Français, ne pourrait pas faire la même chose? Pourquoi laisser la place à quelqu'un d'autre au lieu de donner la préférence à un ressortissant de notre pays? Parce que la création d'entreprise n'est pas un zero-sum game. Je sais pas comment on dit ça en français. Non, mais en gros, c'est pas parce que tu vas créer une entreprise et que cette entreprise va avoir du succès que moi je vais pas pouvoir créer mon entreprise et avoir du succès. Donc en fait, la règle numéro 1 en tant que chef d'entreprise, qui est un pays comme la France, c'est essayer de faire rentrer tous les cerveaux, tous les gens qui veulent se développer en tant qu'entrepreneur, en tant que scientifique, etc. Tu leur donnes les moyens de se développer parce que tu sais que ton tissu économique va en bénéficier. Donc c'est pas une notion de je te prends un job d'Américain ou je te prends un job de Français. C'est si je suis Reid Hoffman et je lance LinkedIn à Paris plutôt qu'en Silicon Valley, tu peux être sûr que le tissu français s'en ressortira. D'accord. Et de façon très positive. Donc ça, c'est le côté positif des visas. Station F. Donc j'ai eu le plaisir de visiter Station F au mois de... C'était au mois de avril. Donc ils étaient encore en train de finir les travaux. Xavier nous a fait faire un tour et c'était vraiment époustouflant. À la fois la taille, puisque c'est quand même l'équivalent de 2 halls de gare qui sont bout à bout, qui représentent en fait cette espèce d'espace assez unique où on va avoir un millier de startups, on va avoir des grandes boîtes, on va avoir des VC, on va avoir des cabinets d'avocats. Donc tu vas avoir tout un écosystème d'innovation qui va être colocalisé. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit, je pense que c'est un des côtés
assez unique de Station F, c'est que même dans la vallée, on n'a pas cette notion de proximité. C'est vrai que la vallée, c'est un écosystème super riche, mais tu vas en gros faire 50 bornes pour aller de Palo Alto à San Francisco. Là, tu vas avoir 1 millier de startups, 1 millier de jeunes pousses qui vont se développer. Ça va créer, c'est une espèce de petri dish, ça va être des mouvements browniens, il y a plein de choses qui vont se passer. Et je pense que, in fine, ça va aider l'écosystème français à devenir un peu plus mature. Et juste ce matin, j'ai vu un article sur Bloomberg qui disait que, en gros, on a déjà commencé à avoir une augmentation du nombre de projets fondés à Paris. Il y a des gros fonds. Donc le fonds Partech s'est annoncé aujourd'hui 400 millions d'euros. On attend à ce que ID Invest lève leur prochain fonds et l'annonce très rapidement 250 millions d'euros. Donc tout ça, ça veut dire que ce soit au niveau amorçage, au niveau early stage, donc pas donc jeune les différentes étapes d'investissement. Différentes étapes, voilà. Donc si des séries A, on va avoir en local les moyens de supporter les startups. Donc ça, c'est super positif. En plus, c'est un endroit qui est assez iconique, donc ça veut dire que les gens vont vouloir venir. Il se trouve qu'une certaine personne sur le rendez-vous tech va aller parler à Station F le 3 août à 2h. Ah mais je savais même pas. D'accord. Pour un Q&A. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que tu veux aller voir, tu veux visiter. Donc, ça va créer cette opportunité de faire de rencontres et de travail en coopération. Par contre, je suis complètement d'accord avec Yann. Je veux dire, un incubateur, c'est un environnement relativement protégé. On va avoir beaucoup de soutien, d'accompagnement. Ça veut pas dire que c'est simple. C'est toujours super dur. Et une fois qu'on en est sorti, même si on fait toujours partie de cette communauté, c'est-à-dire qu'une des grandes forces de Y Combinator, c'est cette espèce de collège des alumni, donc tous les gens qui ont fait Y Combinator, où ils essaient de s'entraider, et c'est une communauté qui a énormément de pouvoir aujourd'hui, et surtout qui est très large. Donc il y aura la même chose qui existera pour Station F, mais en gros, une fois que l'on sort, c'est vrai qu'on est un peu pas tout seul, mais faut pas s'attendre à ce que parce qu'on fait Station F, on aura du succès. Il faut vraiment essayer de tirer parti au maximum de tous les atouts et de voir ça comme une espèce de rampe de lancement qui sera, j'en suis sûr, super positive. D'accord. Ok, très bien. Tu disais c'est semi-privé, mais non, en fait, c'est Xavier qui l'a complètement financé. Il a pas du tout, à ma connaissance, il a pas été chercher un denier auprès des pouvoirs publics. Il a dit je mets 300 patates là-dedans. Il a été mettre je sais pas combien sur 42 à Paris. Il a mis la même chose sur 42 à Fremont, ici dans la vallée. Donc tout ça, c'est lui qui, parce qu'il croit dans la vertu de l'éducation donnée à tout le monde et le concept de créons cet environnement unique Station F avec des programmes spéciaux pour des gens qui sont pas forcément favorisés pour aussi avoir une chance d'être entrepreneur. Donc c'est vraiment parce que c'est de la philanthropie super targetée, super efficace et bravo Xavier quoi. D'accord. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait effectivement eu une participation de l'État à ce projet. J'imaginais peut-être avec des réductions de charges ou ce genre de choses, mais peut-être pas en fait. Alors ça, je sais pas, c'est possible. Ouais. Mais l'investissement lui-même, c'est 100% Xavier Niel, quoi. D'accord. Il a mis 300 millions d'euros au minimum dans Station F. D'accord. Très bien. Écoute, merci pour cet avis et merci Yann aussi. Avant de passer à la question de l'amende de la Commission européenne à Google, il y a un tout petit détour que je voudrais faire par ces histoires de harcèlement et de sexisme qu'on voit fleurir dans le monde des startups aux États-Unis. Et justement, on a Jeff. Donc, je sais que c'est un sujet un petit peu glissant, donc je vais pas non plus être trop mal poli et trop pressé, mais enfin quand même, ça serait dommage de pas te demander comment ça se ressent dans là encore l'écosystème de la Silicon Valley. Pour ceux qui se souviennent pas, il y a eu un certain nombre de scandales de harcèlement sexuel et de sexisme patentés dans différentes entreprises américaines, mais plus particulièrement dans le monde des startups. Donc je me demande du coup, Jeff, si ça a une influence sur votre quotidien. Enfin, comment vous le ressentez vous? Est-ce que ça a changé l'ambiance? Est-ce que les gens en parlent? Puisque tu es au milieu de tout ça, je suis curieux d'avoir ton ressenti aussi. Oui, et les deux grosses affaires, un c'est Uber
où il y a quelques semaines... On en a parlé il y a 2 semaines, ouais. Ok, donc Suzanne Fowler a publié le fait qu'elle avait été discriminée par ses managers, et donc ça a créé en fait un énorme ressentiment envers Uber, et c'était pas la seule chose qui était négative sur Uber, mais en gros c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait pousser Travis Kalanick dehors. Et puis derrière il y a eu donc toutes les histoires d'un venture capitaliste qui s'appelle Justin Kalbeck, qui s'est en gros conduit comme un porc auprès d'un grand nombre malheureusement de femmes entrepreneurs pour essayer en gros de bénéficier de sa position de force, puisque c'était quelqu'un qui avait de l'argent à investir et essayer d'en récupérer des avantages. Et donc ça a été mis à jour dans un article ici dans la presse, et suite à ça il y a eu d'autres articles, d'autres fonds. Donc Dave McClure, qui était le fondateur de Farmers Startups, a aussi été accusé par une douzaine d'entrepreneurs de s'être méconduits. Et en gros, ça a créé donc c'était connu de tout le monde qu'il y avait un problème de sexisme dans la vallée, puisque bon, aujourd'hui on n'a pas 50% d'entrepreneurs femmes, on a 17% d'entrepreneurs femmes maximum, on a 7% des VC qui sont femmes, donc ça veut dire qu'on a un manque de balance dans l'industrie. Mais le fait de tirer parti de notre situation, on a effectivement de l'argent à investir, et que certains porcs, puisque c'est comme ça que je les appelle, en profitent pour avoir des faveurs sexuelles, c'est absolument dégueulasse et c'est inadmissible. Et donc les grosses questions aujourd'hui, après la première attitude qui est le choc, c'est-à-dire qu'on savait que ça pouvait se passer, mais pas autant, et surtout par des gens qu'on connaissait, qu'on côtoyait, parce que bon, McClure je le connais depuis très très longtemps, et j'avais strictement aucune idée qu'il se conduisait de cette manière-là. Et donc si des gens qu'on connaît se conduisent comme ça, on se dit mais putain, à quelle amplitude on doit s'attendre à voir, et qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir. Alors, la première chose, c'est que pour la première fois, il y a une réaction super violente des investisseurs dans les fonds, donc le fonds où Justin Kalbeck était investisseur a été annihilé. Donc ça veut dire que les investisseurs ont dit en gros on explose le fonds, et c'est quelque chose qui est extrêmement rare et extrêmement dur à faire. C'est-à-dire quoi, ils reprennent leur argent? En gros, tu peux pas vraiment reprendre ton argent, mais en gros tu dis le fonds arrête d'investir et on change de manager. Donc en gros Kalbeck est parti, le mec qui travaille avec Kalbeck qui a dit au début je savais pas, ce qui est évidemment difficile à croire, en gros a filé sa dème aussi. Et donc puisque les investisseurs ont décidé de vraiment prendre des actions assez radicales envers ce fonds, en gros, il y a un espèce de pattern qui se dessine, c'est que c'est aux investisseurs dans les fonds de créer un environnement où, si jamais un VC est pris la main dans le sac à avoir une conduite qui est répréhensible, paf, il y a une conséquence immédiate qui est soit le mec se fait virer, soit le fonds se fait exploser. Et je pense que c'est une des façons de non pas de résoudre le problème, mais au minimum de créer un environnement où il y a une punition extrêmement claire. Il y a une conséquence directe. Une conséquence directe, et puis derrière c'est une communication super claire. J'en ai parlé avec mon équipe, où c'est inacceptable de se conduire de cette façon-là, et donc ce serait réprimande immédiate et voire puis occultage et sortie du fond. Et puis aussi c'est le fait de n'avoir aucune tolérance, c'est-à-dire que si jamais tu vois quelqu'un en train de se livrer à ce type de comportement qui n'est pas approprié, tu lui fais remarquer, tu le reportes à son patron. Et comme nous, en fait, on a 17% de nos boîtes qui ont des CEO ou des cofondateurs féminines, c'est quelque chose qui est très proche de nous, puisque en gros c'est à nous de faire en sorte de les protéger en quelque sorte, et de ne pas les mettre dans les pattes de Gus
ne se conduisent pas correctement. Donc ça veut dire que la loi du silence, en gros, n'est plus vraiment la façon dont les gens vont se conduire. Donc c'est vraiment vous avez senti, et peut-être que vous avez parlé justement avec les gens chez qui vous investissez, les managers, je sais pas, mais du coup tu sens qu'il y a eu un changement tout à coup après donc le choc. J'imagine qu'on se doutait que ça arrivait comme tu le disais, mais là ça a été clairement dit. Tu sens qu'il y a eu un changement de comportement, c'est genre ok, bon, maintenant on est très clair, c'est inacceptable et on vous le dit et voilà, et c'est inacceptable, et surtout la douzaine d'entrepreneurs qui ont été victimes de ces avances, de ces certaines ont dit ça m'est arrivé il y a 6 7 ans, 8 ans et j'en souffre parce que je me suis pas résolu à en parler, donc ce sont des choses qui in fine sont sorties dans la presse au vu de tout le monde. C'est pas facile du tout pour quelqu'un de dire que elles ont été victimes, et donc elles ont eu le courage d'en parler, de le dire, et c'est aussi très nouveau puisque typiquement ce genre de coming out de gens qui vont parler de ces problèmes-là n'était pas courant, et donc maintenant il y a aussi une règle qui est que si jamais ça arrive, ne t'attends pas à ce que personne en parle, parce que justement il y a un précédent comme quoi il y a des journalistes hommes et femmes qui sont tout à fait prêts à ouvrir leur colonne à ce genre d'histoire, dont certaines des plus tenaces, que ce soit Kara Swisher ou Sarah Lacy, c'est impossible de les faire taire parce ce sont des super journalistes d'investigation, et je peux te dire que une fois qu'elles ont commencé à planter leur croc ou leur griffe dans un gus qui s'est pas bien conduit, elle est morte, hein, parce que elles vont aller jusqu'au bout. Ok, très bien. Bah écoute, ce qui me semble le truc le plus positif pour l'avenir maintenant, c'est effectivement cette idée que c'est plus la loi du silence, quoi. S'il y a quelqu'un qui parle, on la croit et on l'écoute et on va chercher plus loin. Ouais, alors que peut-être il y a quelques années. Tu vois, c'est un peu, enfin, je vais me prêter un peu à un exercice difficile là, mais je vais essayer de donner une lecture différente là-dessus, parce que quelque part, ça me rappelle aussi beaucoup la problématique où, voilà, je suis noir, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai pas eu le job, et c'est parce que je suis noir, en fait. Tu vois, cette connexion systématique, cette victimisation que je vois autour de moi, là, parce que bon, je suis noir et puis je fréquente et tu passes des entretiens d'embauche parfois. Qui passent des entretiens d'embauche, voilà. Et à quel point, à un point où un blanc se retrouve dans une situation, il a peur d'émettre un avis négatif, de peur d'avoir cette étiquette, en fait. Donc, je suis conscient qu'il y a un vrai problème dans ce qu'on a dit là, qu'il faut trouver une solution. Mais faut pas non plus tomber dans l'excès là. C'est-à-dire que si jamais une femme demande un investissement pour sa boîte et que l'idée elle est pourrie et qu'elle n'a pas l'investissement, et que le gars l'a regardé bizarrement, lui a fait un compliment, est-ce qu'elle peut tout de suite passer sur des plaintes de discrimination, de choses comme ça? C'est-à-dire, à quel moment, en plus, ça se fait dans des situations à huis clos, où il n'y a pas de témoins, donc c'est un peu sa parole envers la sienne, donc c'est extrêmement compliqué de légiférer et d'avoir une règle universelle qu'on peut appliquer à tous les cas. Donc, je crois que t'as tout à fait raison, mais je vais juste dire 2 mots et puis je te passe la parole, Jeff. T'as tout à fait raison sur les conséquences, les conséquences extrêmes et néfastes que ça peut avoir à l'avenir. Mais là, on n'est pas dans ce cadre. On est dans un cadre où il y a, ce qu'il faudra faire après, c'est faire attention à ne pas faire une sorte de chasse aux sorcières qui soit infondée. Oui. Dès qu'on a quelqu'un qui crie au loup, on va planter le loup, même si on n'est pas sûr que ça soit un loup, en gros. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans une première étape où il y a tout un tas de cas avérés qui sont pas juste il a dit que j'avais de belles jambes pendant un entretien et finalement il m'a pas donné l'argent, tu vois. On a des cas où c'était effectivement du harcèlement clair, des sollicitations claires et un amoncellement de preuves qui, même si c'est pas passé devant un juge, est quand même relativement difficile à réfuter. Donc on est dans la mise à jour d'une situation qui n'est pas
l'étape dont tu parles qui viendrait peut-être éventuellement après si on n'est pas prudent. Donc c'est pas tout à fait les mettre en parallèle. Si tu veux, il faut être prudent pour ce qui risque de se passer ensuite, mais ça n'invalide pas ce qui vient de se passer maintenant. Tu vois? Oui, mais tu vois que je suis dans par exemple, au travail, on a eu une relation sexuelle, une formation sur le harcèlement sexuel. Et dans les règles qui ont été données, par exemple, c'est qu'au bureau, par exemple, je peux pas mettre un fond d'écran avec une fille sexy ou une fille d'un jeu vidéo sexy ou quoi que ce soit parce que ça peut être interprété comme un harcèlement. Tu vois, donc, on est quand même loin, là, de dire, oh là là, t'as une belle jupe et j'aimerais bien t'inviter à dîner. Non, c'est juste mon fond d'écran, là, et puis ça peut être perçu comme agressif je dirais par certaines personnes. Et je vais redonner la parole à Jeff. Je vais juste conclure là-dessus, je reviendrai plus là-dessus, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Là, ça a été des cas avérés et il faut une conséquence. Je dis juste que les conséquences qui vont être prises maintenant, faut pas que ça ouvre la porte à, comme tu disais, la chasse aux sorcières et que du coup, on soit de plus en plus laxiste sur l'enquête à ouvrir après une plainte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, je pense que le truc, c'est vraiment de pas faire dans le cadre du boulot des choses telles que mettre une nana sexy ou à poil sur ton fond d'écran qui rendrait tes collègues féminines mal à l'aise, ce qui serait complètement compréhensible. Et c'est ça en fait. C'est le problème, si tu veux, c'est que et on a eu cette discussion parce il se trouve qu'on est un des rares fonds où on a une partenaire féminine, donc on a notre partenaire Steph qui a vécu ça quand elle a cherché un boulot avant de rentrer chez nous. Il y a des mecs qui lui ont dit en gros je sais pas s'il faut que je t'interviewe ou qu'on aille boire un café ce soir et de façon très naturelle, c'est sorti machin. Parce qu'elle est mignonne, et donc c'est ce genre de conduite qui, même si, et c'est ça où venant d'un contexte français où on est assez flirteur, etc. Et quand tu viens dans le contexte américain, je me rappelle, moi aussi j'ai eu droit à mon cours sur le sexual harassment quand on a racheté une boîte américaine, parce que je veux dire, c'est pas qu'on se conduise de façon inappropriée, c'est juste que on fait la bise à nos copines et puis on dit bonjour le matin. Et ici, c'est pas le genre de choses qu'on aurait tendance à faire. Donc c'est vraiment créer un environnement qui soit pas extrémiste. Où tu regardes pas les filles, mais tu sais qu'il y a des choses qui peuvent les mettre à mal à l'aise et tu fais tout pour l'éviter. Et je pense que il y a ça, mais il y a surtout la conduite répétée où c'est pas une fois, c'est en gros t'as 12 nanas qui se sont pointés pour dire voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, il a essayé de m'embrasser, il a essayé de ceci, il a essayé de cela. Je veux dire, tu as peut-être des doutes pour une fois, pour la première, mais au bout de la 12e, en gros, tu peux difficilement dire je suis pas trop sûr de ce qui se passe. Cela dit, tu as raison, Yann. Après, il faut pas que, je veux dire, quand on voit quand on investit dans un start-up, comme je l'ai dit, on va en voir 3000. Donc ça veut dire que on va dire non à 2985, ok. Et ça veut dire qu'on va avoir à peu près 10 à 15% de ces startups qui ont des femmes entrepreneurs CEO, juste en termes de chiffres. On va avoir des minorités, on va avoir des Noirs, on va avoir des Mexicains, on va avoir tout ça. Et en gros, on va dire non avec la même proportion à ces minorités. Il faut pas que parce qu'on dit non à une minorité, en gros, on se retrouve c'est sexual machin, voilà. C'est de la discrimination. Non, c'est juste que la start-up elle est pas pour nous quoi. Et donc il faut juste en être conscient. Et le seul problème, si jamais on a une chasse aux sorcières, c'est ce qui se passera ou se passerait, c'est que en gros un certain nombre de fonds qui ne sont que masculins, et Dieu seul sait s'il y en a aujourd'hui dans la vallée, diront écoutez, on va même plus essayer de se faire chier à faire du financement de start-up où il y a une nana CEO parce que c'est trop compliqué, c'est trop risqué, c'est trop machin, c'est trop truc, et donc on risquerait d'atteindre un autre niveau de discrimination à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des règles pour que les choses se passent bien, mais continuent à se passer.
Ouais, je pense que effectivement, il est important de trouver un bon équilibre. Comme tu le dis, Jeff, je crois qu'il est important de faire en sorte que les gens soient à l'aise. Et on parle, facile de parler de sexisme et de racisme, et c'est des grands débats dans lesquels on pourrait rentrer dans une autre émission. Mais je suis sûr qu'il y a des comportements, Yann, qui toi j'imagine te mettent mal à l'aise par rapport à la couleur de ta peau aussi. Je pense que t'en as vécu dans ta vie, mais oui, c'est un autre grand débat. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut trouver un équilibre. Oui, il faut pas aller trop loin dans un sens, mais ça veut pas dire c'est toujours hyper dangereux en fait de dire oula, attention, on va aller trop loin, parce que ça peut faire en sorte que les gens se disent ah bah ouais, donc du coup on va rien faire. Donc c'est pour ça que je suis toujours hyper prudent avec cette idée de oui, ça pourrait aller trop loin. Oui, certes, mais ça n'invalide pas ce que on est en train de faire maintenant, et il faut le faire. Même si ensuite il faudra faire attention à pas trop pousser le bouchon, quoi. Bref, pardon Yann, tu voulais conclure ? Non, je suis entièrement d'accord. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance sur le dernier gros sujet de l'émission, c'est-à-dire cette amende record que la Commission européenne a infligée à Google pour son service Google Shopping. Et je vais expliquer très rapidement de quoi il s'agit, et puis vous me direz ce que vous en pensez. En fait, la Commission européenne enquête depuis un moment sur un abus de position dominante dont se serait rendu victime Google avec son moteur de recherche classique pour favoriser l'un de ces services qui est le service Google Shopping. Alors qu'est-ce que c'est que Google Shopping ? C'est en fait un moteur de recherche de produits qu'on peut acheter dans différentes boutiques. Donc ils appliquent leurs algorithmes magiques comme ils les ont sur plein d'autres services, que ça soit les images, les cartes, etc., les news, etc. Et ils mettent donc en avant des produits qui sont en rapport avec notre recherche sur différentes boutiques en ligne. Et le truc qui posait problème à la Commission européenne, qui pose problème à la Commission européenne et pour laquelle ils ont assigné une amende de 2,42 milliards d'euros, c'est que en fait Google présentait ses résultats dans les résultats du moteur de recherche classique, mais très mis en avant, c'est-à-dire sur le carrousel en haut qu'on connaît tous si on utilise Google, au-dessus, évidemment, des autres résultats de recherche qui étaient les résultats de recherche normaux, donc simplement les liens avec les petites descriptions. Et le gros problème, en fait, c'est que en Europe, et c'est un cas très particulier en Europe, Google a une position très dominante dans le domaine des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 90% de parts de marché sur les différents marchés européens, en moyenne. Hein. Et donc, le fait la Commission européenne considère qu'il y a deux produits différents, le moteur de recherche et Google Shopping, qui présentent des produits à acheter sur différentes boutiques. Et du coup, ils ont considéré que Google utilisait son moteur de recherche pour mettre en avant un autre produit de manière à causer du tort aux autres moteurs de recherche de produits, donc aux concurrents de Google Shopping. Et les concurrents de Google Shopping, enfin, il y en a plus trop parce que le problème c'est qu'ils ne sont pas développés. Ce que dit Google, c'est oui, nous ce qu'on fait, c'est simplement de proposer le meilleur résultat possible. Et dans le domaine du shopping, ce qu'on fait, c'est que on propose une présentation, une mise en avant qui est la plus agréable et la mieux présentée, la plus pratique possible pour nos utilisateurs. Donc nous, on cherche pas forcément à aller faire du tort, causer du tort aux autres boutiques. Et en plus, il y a Amazon, eBay, etc. qui fonctionnent toujours très bien. Donc il y a d'autres moteurs de recherche entre guillemets, même si c'est pas exactement ça que reproche la Commission européenne, parce que la Commission européenne dit vous utilisez un produit pour en pousser un autre. Mais donc, Google dit, nous, on n'utilise pas ça pour causer du tort aux autres. On veut juste offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Je vais vous donner mon avis peut-être un petit peu plus tard, mais Yann, qu'est-ce que tu penses de cette amende ? Est-ce que la chose est justifiée à ton sens ? Est-ce que Google a raison ou qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, pour moi, c'est un peu comme si on disait à McDonald's qu'ils devraient vendre des burgers de Burger King, quoi. C'est leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent dessus. Je suis un peu, puis c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. Je suis un peu embêté à chaque fois qu'on on déresponsabilise finalement les utilisateurs.
vous n'êtes pas obligé d'aller sur Google. Il y a plein d'autres moteurs de recherche. Et taper systématiquement sur Google parce que vous aimez le confort d'avoir tout sur Google, je trouve ça un peu facile. Je me souviens que Loïc Lemeur, par exemple, il disait il y a quelques années, quand il travaillait sur son client Twitter, là, que il s'était un peu mordu les doigts quand Twitter avait changé un peu leur API et que du coup, ça les mettait un peu dans la merde, quoi, par rapport à leurs clients. Et il disait que voilà, quoi, qu'il a retenu de ça que développer un produit en se basant sur une tech third party, c'est toujours un peu risqué. Et là, ces sociétés qui se sont basées là-dessus, elles se sont mises déjà dans une situation critique où Google pouvait trouver un profit à faire. Et puis, pour moi, ils sont en droit de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai testé un peu ce truc-là tout à l'heure. C'est pas systématique, hein. Effectivement, si jamais je tape GeForce 1080, je vais avoir le comparateur qui va s'afficher. Mais si je tape Voyage Bora Bora, comparateur de prix ou whatnot, ça s'affiche pas. Donc, c'est pas un truc qui t'est balancé systématiquement dès que tu cherches à acheter quelque chose. Je sais que la Commission européenne est toujours très au taquet là-dessus. Je me souviens que ils étaient allés chercher Microsoft aussi par rapport à Internet Explorer qui voulait que Microsoft dise et même au Windows Media Player. Enfin, il y a eu plusieurs cas où plusieurs fois ils sont venus là-dessus, là qu'il faut donner le choix aux gens, mais les gens ils ont choisi Windows, ils ont choisi d'aller sur Google. Moi, ça fait un moment que j'ai laissé tomber Chrome parce que voilà, je trouvais que le produit ne correspondait pas avec ce que je pense qu'une société devrait faire. Donc, j'ai pris cette décision. Je n'ai pas attendu que la Commission européenne le prenne pour moi. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire plutôt que de systématiquement taper sur les doigts des multinationales. Bon, d'accord. Voilà. Moi, j'ai un avis un peu différent, mais demandons à Jeff, qui j'imagine sera plutôt du côté de Google dans l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, enfin c'est le protectionnisme à l'européenne. Je pense que l'image de Yann était juste, quoi. C'est ok. Je veux dire, vous allez chez McDonald's, vous n'avez pas trouvé autre chose que du McDonald's, quoi. Donc ça me paraît vraiment super bizarre. Et puis le montant de l'amende est quand même assez énorme, quoi. Faut pas exagérer. Donc je sais pas. T'es perplexe. D'un côté, tu vois des développements qui sont très positifs en Europe, et puis d'un côté, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. C'est marrant, moi je suis vraiment pas de cet avis, parce que je pense que vous écartez d'un revers de la main un peu rapide la réalité du problème d'abus de position dominante. Ça, c'est quelque chose de complètement vrai. Une position dominante n'est pas problématique en soi, mais le fait d'en abuser, c'est un problème finalement qui devrait vous parler, parce que c'est un problème de négation du marché libre et du marché ouvert et de la libre concurrence. Il arrive qu'on soit dans des situations où un acteur a une telle mainmise sur un marché, une industrie, que de fait, il arrive à étouffer les concurrents qui pourraient arriver dans d'autres, même dans d'autres marchés. Vous prenez l'exemple de McDonald's. McDonald's n'a pas une position dominante sur les fast-food dans aucun pays. Oui, il y en a partout, mais la question serait peut-être différente s'il y avait que des McDonald's et aucun Burger King, aucun Quick, aucun Pomme de Pain, aucun autre fast-food. Là, oui, évidemment que McDonald's ne devrait pas être traité comme n'importe quelle autre société dans son industrie. Et c'est pour moi le cas de Google ici. Ils sont dans une position où ils sont tellement dominants qu'il faut faire attention à ce qu'ils font à côté, sur les autres marchés. Alors, le petit souci, c'est que, enfin pour moi, hein, c'est ma vision sur la chose. Le petit souci, c'est que Google Shopping n'est pas forcément le meilleur exemple de ces problèmes que pose cette position dominante. Parce que est-ce que ça aurait effectivement permis l'émergence d'autres de services de comparaison de shopping? À vrai dire, il y en a quelques-uns par-ci par-là. J'ai pas l'impression qu'ils soient étouffés. Si on parle de cartes, là, oui, Google Maps a tué tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un meilleur service ? Peut-être. Et là, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais le fait est qu'il y avait d'autres services de cartes qui ont tous disparu. Est-ce que Google Images, moteur de recherche d'images, bah oui, il y en a plus vraiment d'autres. Mais bon, en même temps, les images, c'est aussi de la recherche tout court. Il y a d'autres
truc dont on pourrait débattre de la validité. Et pour la question de l'amende, le problème c'est que c'est pas une question de somme objective, c'est une question de somme par rapport à ce qui peut influencer les décisions de Google. Si on part du principe que oui, Google a commis au minimum un crime avec cette histoire de Google Shopping, peut-être pas un crime, mais en tout cas a abusé de sa position dominante, eh ben il faut leur infliger. Si on admet oui c'est le cas, faut leur infliger une amende qui leur fasse quelque chose. On va pas leur infliger 100 000 euros d'amende, ils s'en foutent. Donc moi je suis quand même un petit peu plus, je sais pas, peut-être européen sur ma vision des choses et sur la question vraiment de cet abus de position dominante. Ensuite, est-ce que c'est efficace? On a vu que tu parlais dans le cas de Microsoft et de Windows de Internet Explorer. On a vu qu'en fait c'est l'arrivée de Chrome et donc d'un meilleur service qui a permis de déloger Internet Explorer et pas ce carrousel un petit peu ridicule. Je suis d'accord. Et pareil pour Windows Media Player. Ils ont vendu une version de Windows sans Windows Media Player au même prix que les autres, donc évidemment personne ne l'achetait. Et en plus, on pouvait arguer du fait que dans un système d'exploitation, il fallait un lecteur de médias. Donc c'était aussi une question compliquée. Mais sur ce principe d'abus de position dominante, et d'ailleurs, Jeff, aux États-Unis, vous avez des gros problèmes dans l'industrie des télécoms avec 3 sociétés qui ont verrouillé, comme c'était le cas chez nous avant l'arrivée de Free, qui ont verrouillé l'industrie du mobile et de l'internet filaire. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce qu'il n'y a pas justement ce marché vraiment libre. Ils ont verrouillé le truc. Est-ce que cet abus de position dominante, ça vous paraît pas quelque chose de problématique et auquel pour lequel il faut agir? Écoute, moi, je pense que, imagine que tu fasses le rendez-vous tech, que tu sois, je sais pas moi, que tu aies 98% d'audience sur iTunes, que voilà, t'es pété de thunes et que tu as un partenariat avec Audible. Et que la Commission européenne te voit et te dire, écoute, et dit, écoute, t'es gentil avec ton partenariat Audible que tu leur balances de la pub à chaque fois, mais ce serait bien de faire de la pub pour autre chose aussi, pour que les autres bénéficient de cette audience. C'est-à-dire que c'est ton podcast, c'est ton produit, c'est ta plateforme, tu fais ce que tu veux avec. Donc je comprends. Et puis moi, le premier au Canada, Internet, c'est désastreux en fait. Et je prie, j'allume une bougie tous les soirs pour que Free arrive ici. Donc oui, je suis conscient du problème, mais passer par la Commission européenne, je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense que l'arrivée d'un meilleur produit, l'éducation des gens aura bien plus d'impact que ce genre d'amende. Jeff, je sais que tu dois partir bientôt. Cette histoire de position dominante, ça te parle pas plus que ça? Si, non mais tu as raison qu'il faut essayer de. Enfin, le problème c'est que tu peux pas avoir de position dominante parce que sinon tu n'as pas un marché ouvert, mais si jamais tu essaies de trop défendre et empêcher l'innovation et de faire en sorte que Google fasse pas un certain nombre de choses, ça limite aussi ce que tu. Donc faut trouver cette espèce de balance entre les deux, d'équilibre, et c'est toujours super compliqué quoi. Parce que c'est vrai, tu as raison. Et aujourd'hui, tu as des discussions entre AT&T et Liberty machin pour se rapprocher, Time Warner, c'est clair que la FTC regarde ça d'un œil plutôt négatif en disant ça va créer une position dominante, ça pas du tout quoi. Donc ce sont toujours des trucs complexes parce que d'un côté tu voudrais que les rapprochements qui ont du sens se passent, d'un autre côté tu veux t'assurer que tu as un marché concurrentiel quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est le plus frappant pour moi, c'est que cette idée du contrôle de de la santé, j'allais dire de la sainteté, de la santé du marché ne peut être exercée que par une autorité étatique. Et elle est nécessaire quand il y a des dérives de ce type-là. Mais le but final, c'est pas de punir l'innovation. Le but final, c'est de conserver un marché sain, c'est de conserver un marché et une concurrence saine. Donc ça me surprend toujours quand les gens disent non, faut pas parce que sinon ça pose des problèmes d'innovation. Enfin bon.
En même temps, c'est vrai que c'est l'autre question qui se pose, c'est cette question d'efficacité, parce que on l'a vu avec Microsoft et Windows dans des domaines qu'on a évoqués et qu'on connaît parce qu'on est dans la tech, mais on sait pas, on sait pas à quel point ça peut être efficace, et surtout cette histoire de Google Shopping, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, bref. Oui, pardon. Non, je me faisais la réflexion que j'avais jamais utilisé Google Shopping en même temps. Donc. Oui, j'avoue que je l'ai pas utilisé beaucoup non plus, donc c'est pour moi c'est pas le meilleur le meilleur cas à prendre en compte. Bon, Jeff, je crois que tu dois nous quitter. Donc ouais, bon, c'est un bon. Je vais dire 2 minutes, mais bon, sauf si t'as une question éclair. Non, écoute, pas vraiment. Je crois que tu nous as abreuvé de ta sagesse et de ton expérience durant toute cette première partie d'épisode. Donc tu veux plus moi, c'est bon, ça marche, pas de problème. Si. Écoute, je vais remercier les auditeurs de soutenir le Rendez-vous Tech. Si tu veux, tu peux rester pour cette partie. Ce serait avec plaisir, mais en fait, j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver, et donc je vais en profiter pour tirer ma révérence, et on se retrouve, je crois, qu'est-ce qu'on a dit, dans 6 semaines, puisque quelque chose comme ça, oui. Parce que on a changé un tout petit peu les cycles étant les vacances, et donc je vous retrouve à un moment ou à un autre. Oui, en août, on se retrouvera, il y a pas de souci. Voilà, un grand plaisir. Et Yann, comme d'habitude, reviens nous voir avant 6 mois parce que c'est toujours super de t'avoir. Écoute, c'est toujours un plaisir de vous avoir également. Donc je reviendrai le plus rapidement possible. Ça marche. Ok, allez. Merci beaucoup, Jeff. Bon courage. Ciao. Bye. Et donc, je voulais, comme je le disais, remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, puisque, vous le savez, le Rendez-vous Tech est une émission qui est entièrement financée par ses auditeurs, ou en tout cas ceux qui choisissent de contribuer à l'émission. L'émission est disponible gratuitement pour tous, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez financer le podcast, sachez que je suis propulsé uniquement par vos dons sur Patreon, vos soutiens sur Patreon. Il n'y a pas ni de sponsors, ni de société qui me donne des sous, qui m'offre même des produits à tester. Je dis non à tout ça parce que j'ai le soutien des auditeurs, donc c'est la chose qui contribue à la mission. Et donc je voulais remercier plus spécifiquement aujourd'hui Adrien de Cuzet, Fricazoïde, Maxime P, Eli Hasselhoff, je me demande s'il est de la famille de l'autre Hasselhoff, Anthony, évidemment, Anthony Crésac, Arnaud de Samori et Mathieu Artaud. Merci à vous tous d'avoir été sur patreon.com /RDVTech. Les notes sont dans les liens de l'émission et vous pouvez faire ça en 2 minutes. Vous pouvez très simplement limiter votre soutien à 2 épisodes par mois, par exemple. Et je le mentionne parce qu'on va avoir le prochain épisode qui sera dans 1 semaine. Moi, je vais être en vacances après pour l'épisode suivant, celui dans 2 semaines. Mais dans 1 semaine, on a un épisode spécial sur le machine learning et le deep learning que j'ai fait avec Nico Tup de Science de Podcast Science. Et d'ailleurs, il est déjà disponible cet épisode pour les patriotes. Donc, si vous n'avez pas encore vu la mise à jour sur patreon.com, allez regarder parce que l'épisode est déjà disponible pour vous, mais il sera disponible pour tout le monde dans 1 semaine. Et donc, ça fera 3 épisodes dans le mois. Donc, vous pouvez aller limiter à 2 si vous ne souhaitez pas payer pour plus. Mais cet épisode était vraiment sympa. Je pense qu'il est assez réussi. Enfin, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et il arrive donc dans 1 semaine après cet épisode-ci. Et tout ça est bien sûr rendu possible grâce au soutien des patriotes et aux gens qui décident que vous savez quoi, cette émission elle est sympa, elle est intéressante, ça vaut bien le prix d'un petit café et donc je vais m'engager. Donc voilà pour la petite parenthèse Patreon. On continue avec les news et rumeurs et notamment un sujet sur iOS 11 qui commence à être testé par de nombreux développeurs. Et une des choses dont on n'avait pas entendu parler, qui est assez intéressante, c'est le fait que à partir de l'arrivée de iOS 11, quand une application utilisera vos données de localisation, on aura systématiquement une petite barre bleue qui va s'afficher en haut de l'écran, qui va indiquer qu'une application utilise vos données de localisation. Ce qui fait que il sera très difficile pour une application d'utiliser vos données de localisation sans qu'on en soit au courant.
Et du coup, je pense que ça va encourager, on va dire gentiment, les développeurs à ne pas faire n'importe quoi avec nos données de localisation. Et en même temps, ça va peut-être décourager certains d'utiliser ce type de service quand c'est même quand c'est valide, parce que j'imagine bien que certains utilisateurs vont regarder ce truc et se dire mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, non, je veux pas qu'ils l'utilisent, et tac, on supprime les autorisations pour cette application. Mais c'est un changement important pour ce type d'application. Je sais pas, il y a des applications complètement légitimes qui ont besoin d'avoir votre localisation tout le temps, et là peut-être que les gens vont se dire non, je veux pas, que ça va leur faire peur un petit peu. Mais bon, d'une manière générale, je pense que c'est plutôt positif. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez radical quand même. Vous pouvez plus utiliser la localisation sans que ça soit signalé avec une barre bleue qui est tout le temps présente, quoi. Écoute, là, je me souviens d'un commentaire qu'il y avait eu dans une de tes émissions où les gens disaient rendez-vous tech, Patrick l'éternel enthousiaste et Yann l'éternel blasé. Mais pour le coup, avec cette news, je trouve que c'est bien en fait. Mais le problème que je vois avec ça, c'est que tu sais toujours pas qu'est-ce qu'ils font avec ces données de localisation en fait. Tu vois, là par exemple, j'ai une application que j'utilise tous les jours qui est Flux, qui est un truc qui change un peu la luminosité de ton écran le soir pour que ça t'agresse pas les yeux. Je sais pas si tu connais déjà ce genre d'application. Bref. Oui, bien sûr. C'est sur Android, j'imagine. Sur Android, mais sur Windows aussi, enfin sur iOS aussi, j'imagine. Mais le truc, c'est que ça regarde. Il a besoin de ta position géographique pour savoir à quelle heure le soleil se couche, etc., pour changer la luminosité de l'écran. Et puis on pourrait se dire, mais c'est abusé quand même qu'il utilise ça, mais le pire, c'est que je ne sais même pas, je pourrais me dire, ok, c'est légitime qu'il utilise ça pour savoir quand le soleil se couche, à Montréal où je suis, mais en même temps, je ne sais pas à qui ils vont envoyer ce data. Est-ce qu'ils le gardent juste pour eux? Est-ce qu'ils vont l'envoyer à Google là, pour leur shopping ou whatever? Bah oui, mais au moins là, tu sauras qu'ils l'utilisent. Ben, voilà, je sais qu'ils m'espionnent, voilà. Mais j'en sais pas tellement plus. Non, en fait, mais ça avec donne le choix de dire. C'est un bon. Au moins tu sais, et tu peux te dire bon bah lui je veux pas que tu prends une décision, tu dis bon bah cette application ça me paraît bizarre, je vais la supprimer parce que merde, j'ai pas envie d'avoir de même me poser la question. Ouais, effectivement, mais ce serait quand même bien pour les gens qui sont un peu plus avancés là, qui est tu sais pas, quand tu installes l'application, que tu puisses aller creuser un peu plus loin, qui est comme des checkbox là, que tu peux dire j'autorise à ce qu'on envoie ça à des third parties ou ça ensuite c'est chaque développeur qui devrait mettre ça, et évidemment ils vont pas le faire quoi. Bah si Apple dans leur position de force pourrait l'enforcer là, ils pourraient le rendre obligatoire, mais tu vois pour moi c'est le genre de choses qui tu sais me cocher dans l'Apple Store directement et dire quand je fais une recherche, enlève-moi systématiquement toutes les applications qui partagent mes infos personnelles avec un third party, moi c'est quelque chose pour lequel je mets de la valeur en fait. Donc non, bien sûr, mais enfin ça là c'est un petit peu idéaliste quoi. T'imagines, il faudrait qu'Apple aille faire la police dans les accords qu'a chaque développeur avec d'éventuels third party. C'est impossible à gérer, tu vois. ça serait idéal, je suis d'accord. Mais bon, un autre truc qui a commencé à sortir avec iOS 11, c'est l'utilisation de ARKit, donc le kit de développement de réalité augmentée, qui a fait des trucs assez intéressants, comme la mesure. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais il y a une sorte de mesure d'un point à l'autre hyper précise en centimètres. Il y a là une des démos que je vois, c'est l'ouverture d'une porte sur un autre monde dans le monde qui existe. Enfin bref, c'est plein de trucs intéressants. Mais la raison, c'était assez intéressant, ouais. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est surtout parce que je me dis que c'est intéressant avec un téléphone, mais je pense pas que ça va être très utilisé. Là où ça devient intriguant, c'est si jamais on a ce type de technologie sur un autre appareil, genre des HoloLens plus compact, ou enfin une sorte de kit de lunettes de réalité augmentée de Apple. Ils sont vraiment en train de pousser le développement, enfin de pousser le développement, oui, logiciel, et on se demande si ça va pas être accompagné par un matériel ensuite. Et entre parenthèses, j'ai pu utiliser la semaine dernière à la convention à laquelle j'étais un HoloLens, et mon avis a pas énormément évolué, mais j'ai été assez surpris
de la manière dont les éléments en 3D, donc les éléments virtuels, s'implémentent vraiment bien dans l'image réelle. C'est vrai qu'on a en fait presque, on peut vraiment avoir de la réalité virtuelle. Donc le problème de HoloLens, c'est vraiment cette question de champ de vision très réduit pour la partie virtuelle, mais la technologie en elle-même est peut-être un petit peu plus intéressante que ce que je pensais. Et ensuite, il faudra voir les utilisations. Là, on en voit quelques-unes qui sont gadgets sur iOS 11, mais la technologie a l'air d'avoir évolué à un niveau où c'est au moins stable. Et une autre remarque que je ferai sur le HoloLens, le moyen de contrôle, qui était la chose qui me gênait le plus dans les vidéos de présentation, ce petit clic là qu'on fait avec les doigts, est à mon sens inepte. Ça serait beaucoup plus simple d'avoir une petite télécommande dans la main ou un truc que tu poses sur le doigt pour pouvoir le faire n'importe où. Là, il faut avoir la main devant le capteur. C'est fatigant. Si tu avais un petit truc sur lequel tu pouvais appuyer, ça marcherait beaucoup mieux. Bref. Ouais. Voilà pour ARKit. Un autre truc qui est un petit peu décevant peut-être pour certains d'entre vous, c'est le décalage sans date de sortie, établi du téléphone Essential de Andy Rubin qui avait été présenté fin mai. Et donc ils ont raté leur date de lancement en juin. Et le plus préoccupant, c'est que quand on a essayé d'avoir, c'est Business Insider qui a essayé de les contacter pour savoir quand ils sortiraient, ils n'ont pas eu de réponse. Et Sprint, le distributeur, a dit, enfin aux États-Unis, a dit que ça sortirait cette année, sans plus de précision. C'est un peu, pour moi, c'est genre, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Parce que le téléphone... Je crois qu'ils prennent encore des précommandes en plus par rapport à ça. Donc c'est ça que je trouve le plus dommage. Personnellement, j'attends pas ce téléphone comme le Messi là, mais le fait qu'il n'y ait pas de communication, que les dates soient passées, c'est un peu dommage là, qu'ils continuent de prendre les précommandes par rapport à ça, mais qu'ils communiquent pas sur les prochaines dates. Et c'est préoccupant pour. Ça sent pas bon, surtout. Ils ont raté leur date et ils avaient même pas prévenu. Tu vois? Ils avaient pas dit bon, finalement, on sera en retard de 3 mois ou machin. C'est genre la date est passée et genre on se disait mais alors ils sont où les téléphones? Bon. Quel téléphone? Ouais, c'est ça, exactement. Uber a commencé à mettre en place dans une centaine de villes américaines plusieurs choses. D'une part, le pourboire, ça on en avait déjà parlé la dernière fois, mais par contre ils ont aussi le pay for wait, c'est-à-dire que si on est nous en tant qu'utilisateurs en retard de plus de 2 minutes quand le chauffeur est déjà arrivé, et ben là il faudra payer pour le temps d'attente au chauffeur. C'est dans une centaine de villes aux US et au Canada que ça a été mis en place, qui est plutôt, là encore, je pense, une bonne chose pour les chauffeurs qui se plaignaient d'un certain nombre de choses et surtout de pas faire assez d'argent avec Uber, quoi. Il y a dû avoir des abus, je suppose. Oui, j'imagine bien. C'est encore autorisé au Canada, Uber? Je sais pas si ça pose des problèmes écoute, comme partout ailleurs. De toute ma vie, j'ai jamais pris de Uber, mais oui, j'ai encore un ami qui me disait qu'il a pris un Uber pour rentrer, donc oui, j'imagine que c'est encore autorisé. Pas très bonne réputation ici non plus, mais bon. Voilà. D'accord. Facebook a atteint 2 milliards d'utilisateurs. Je sais même pas pourquoi on le mentionne encore, mais si peut-être la chose que je dis régulièrement, c'est qu'on a beaucoup tendance à sous-estimer le génie de Zuckerberg avec Facebook, même si moi je suis pas super grand fan de Facebook. Ces 2 milliards d'utilisateurs, c'est tellement hallucinant. Je pense que c'est un bon moment pour rappeler encore une fois à quel point Zuckerberg a eu le génie de modifier Facebook pour suivre les tendances quand elles arrivaient, que même la tendance du flux en temps réel et des petites mises à jour un petit peu plus anecdotiques avec l'image avec la tendance Twitter, et puis l'importance des photos et le fait qu'il ait su racheter des sociétés qui étaient dans des domaines de forte croissance comme Instagram ou WhatsApp pour les photos, pour les messages privés.
il y a vraiment une vision stratégique assez incroyable de Zuckerberg dans ce domaine, et on a souvent tendance à pointer du doigt les côtés négatifs de Facebook, et Dieu sait qu'il y en a et qu'on le fait ici aussi, mais cette presque prescience de Zuckerberg est parfois un petit peu oubliée, et c'est pas juste par magie que Facebook a atteint cette position absolument dominante qu'ils ont, et on sait que ça peut avoir des effets négatifs, mais c'est pas juste par magie. Ils ont été attaqués maintenant ça fait quelques années, on va dire 3-4 ans où bon ça va, ils sont tranquilles, et je pense pas qu'ils vont aller où que ce soit, mais pendant les quelques premières années de leur vie, on va dire les 7 à 10 premières années de leur vie, ils étaient constamment en danger de se faire remplacer. Et c'est uniquement grâce à la vision stratégique de Zuckerberg que c'est pas arrivé, je pense. Tiens, une autre, puisqu'on parle de réseaux sociaux, l'Allemagne a passé une loi qui impose une amende de 57 millions de dollars aux sociétés de réseaux sociaux qui ne suppriment pas des contenus qui sont de manière établie, racistes ou illégaux dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a signalé, il faut qu'ils les suppriment dans les 24 heures, ou alors ils vont avoir une amende qui peut augmenter jusqu'à 57 millions de dollars s'ils ne suppriment pas les trucs plusieurs fois. Et là, alors, je vais poser la question à Yann, et j'imagine qu'il va pas adorer cette méthode parce que il est pour la liberté de faire tout ce qu'on veut sur Internet, n'est-ce pas? Absolument. Et effectivement, écoute, je me souviens qu'à l'époque des attentats, enfin bon, à l'époque il y en a toujours, mais il y en a un peu tout le temps, ouais. J'avais vu sur Twitter des messages, mais vraiment abjects, d'une violence extrême qui m'ont vraiment dérangé. Mais passer cette étape, en fait, où je me suis dit, purée, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, j'étais quand même, je vais pas dire content, mais j'étais quand même, je sais pas, agréablement surpris, non? Non, pas agréablement surpris, mais j'ai utilisé le terme satisfait que j'ai pu voir ces messages, parce que ça a pu me montrer que okay. Voilà la proportion des gens qui sont comme ça, en fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher, c'est quelque chose qui existe, et le voir en face comme ça me montre que des fois il faut essayer d'avoir une discussion avec les gens. Des fois il y avait des discussions qui se lançaient derrière. Alors, bien évidemment ça changeait rien du tout, mais je pense que entre laisser le message là et laisser potentiellement une discussion qui va dans peut-être 2% des cas changer la donne, c'est quand même mieux que de systématiquement cacher ce message et punir en fin de compte sans changer les mentalités. Au contraire, tu risques de victimiser ou martyriser la personne, mais ça n'aura pas vraiment d'effet à long terme en fait. Donc, je comprends pourquoi ils mettent ça en place, mais encore une fois, voilà, je préfère que ça reste là et que les gens ne l'ignorent pas, ne le cachent pas. C'est une réalité, elle est laide, mais il faut dealer avec en fait. C'est marrant parce que moi j'avais un petit peu cet avis jusqu'à il y a pas si longtemps, et je suis un petit peu en train j'en parle de temps en temps dans l'émission, mais je suis un petit peu en train, pas d'être désenchanté, mais de me rendre compte que cet idéal de on donne la parole à tout le monde et ça sera magnifique est pas vraiment en train de se réaliser, et que quand on donne la parole à tout le monde, on a beaucoup de leaders qui prend une place démesurée. Et je pense que ce genre de cas, ce qui me gêne un petit peu, on va dire, c'est le flou artistique qui règne sur du contenu clairement illégal. Ok, alors on sait très bien à quel point c'est difficile de déterminer si un contenu est clairement illégal ou raciste, mais j'imagine que là où ça peut avoir des aspects positifs, je pense que tout le monde sera d'accord. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui poste une vidéo d'exécution, qu'elle soit terroriste ou autre d'ailleurs, tu vois. Ça, clairement, il faut le supprimer tout de suite, tu vois. Et je pense que 24 heures, quand on a été
quand ça a été signalé, alors signalé par qui? Là aussi, il faudrait que ça soit spécifié. Est-ce que une personne qui signale le truc sur Twitter avec l'outil de signalisation, de signalement, bah non, évidemment, là c'est compliqué de s'assurer que ça passe pas, ça soit pas noyé dans le groupe. Mais est-ce que si c'est signalé par une association de lutte contre l'intolérance et le racisme, par exemple, ou ce genre de choses, là, peut-être qu'il faudrait que Twitter ou Facebook ou d'autres mettent un petit peu plus de poids sur le sérieux qu'ils accordent à ces organisations-là et se dire, oui, si ces organisations nous le signalent, là, on va regarder ça et décider dans les 24 heures. Mais ça, c'est un problème parce que, en plus, c'est-à-dire que ces gens-là, ces entités sont comme gardiens du concept de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une signalisation et puis ils vont regarder et puis ils vont dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien, et puis ils vont décider de ça. Et je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure approche. Quand tu regardes des sites comme Reddit, c'est entièrement régulé. Enfin, oui, forcément, il y a des modérateurs, mais le système de vote, là, est entièrement géré par la communauté. Donc, les sujets qui sont abjects, qui sont nuls, qui n'apportent rien, sont pratiquement invisibles, quoi, finalement, Disons de qu'il la faut page. aller les chercher, oui. Voilà, il faut vraiment aller les chercher. Ouais, mais... Je trouve que c'est quelque chose que je préférais plutôt que de demander à Twitter de statuer sur la légitimité de tel message, en fait. Bah, je dirais que sur Reddit, c'est un cas un petit peu différent parce que c'est des nombreuses sous-communautés, dont certaines sont parfois les plus controversées, sont relativement réduites, et à part certaines qui ont pris beaucoup de place et avec lesquelles Reddit eux-mêmes, la société, a dû intervenir pour gérer les choses, généralement, effectivement, elles sont de taille relativement modeste, donc c'est possible à gérer. Là, avec des trucs comme Facebook et Twitter et d'autres, on a des conversations globales et on peut pas appliquer les mêmes règles. Et pour l'autre question que tu soulèves, qui est extrêmement importante et dont on a souvent parlé et qui, moi, était ma première préoccupation, c'est-à-dire le fait de livrer à des sociétés comme Facebook et Twitter le fait de se dire ils vont décider de ce qui est légal ou pas et de ce qui est moral ou pas, moi, ça me préoccupait beaucoup. Mais aujourd'hui, je me dis... il faut être pragmatique, quoi. Je l'évoque de temps en temps dans l'émission. On peut pas s'accrocher à l'idéal jusqu'à ce qu'on en meure. Et bien sûr, je dramatise un petit peu la chose volontairement, mais là, j'ai l'impression que l'effet qu'a cette liberté de parole absolue sur la conversation est que c'est en train de tuer la conversation. On peut pas avoir de conversation cohérente parce que systématiquement il y a des gens qui vont venir polluer le truc, des trolls, des machins, et je sais qu'on quitte un petit peu la question de supprimer le contenu illégal, mais c'est quand même un peu lié. Et je me dis il faut peut-être qu'à un moment on se dise oui, c'est une utopie qui serait magnifique de se dire que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut et on garde tout, mais dans les faits, ce qu'on est en train de constater depuis 2 ou 3 ans ou un peu plus, c'est pas cette merveilleuse table immense qui fait la taille de la planète où tout le monde est bienvenu. C'est qu'on a 90% de gens qui sont en train de parler et 10% qui se jettent sur la table, qui pissent partout et qui sont en train de hurler et de rendre le truc impossible. Tu vois, c'est vraiment. C'est vrai. Tu vois, et donc je me dis à un moment, oui, bon. Combien de temps est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'il faut pas essayer de faire quelque chose, même si la solution qu'on a n'est pas idéale? C'est-à-dire, oui, c'est Twitter et Facebook c'est pas eux qui décident, mais ils doivent se mettre d'accord avec d'autres organisations de la société civile, avec le support de la société, du gouvernement, et trouver des compromis et des combines pour réussir à faire les choses en accord avec la loi et en accord avec la morale générale, etc. Oui, c'est bizarre. Il y a plein de cas où on pourra dire regarde là, ça marche pas. Mais peut-être que dans l'ensemble, ça sera globalement positif par rapport à la situation qu'on a aujourd'hui. Donc, ouais, bon. Un autre truc sur le Canada, tiens, qui là encore va te faire hurler. La Cour de justice. Tu les as choisis spécialement pour moi. Écoute, on parle de l'actualité. Il se trouve que là, c'est aussi le Canada qui fait l'actualité en intimant à Google de supprimer un résultat de recherche pour un procès au Canada, mais de le supprimer sur tous les sites du monde, c'est-à-dire sur tous les sites
Google du monde. C'est un problème en plus de protection intellectuelle qui est relativement localisé dans son application, mais qui pourrait avoir, d'une manière générale, dans la tendance légale, des conséquences et tout le monde s'en préoccupe, des conséquences sur le fait que, si un gouvernement, on en a déjà parlé, si un gouvernement décide, Google doit supprimer ce résultat chez nous et partout, on se retrouve avec une version du net où, n'importe quel gouvernement voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça? Écoute, je pense que je t'ai déjà donné un aperçu là. Écoute, d'après ce que j'ai lu sur le site, c'était pour ne plus indexer des résultats de sites pirates où il y avait des propriétés intellectuelles qui étaient disponibles, enfin qui étaient violées plutôt. Donc oui, dans ce cas particulier, je comprends tout à fait qu'on veuille désindexer les sites, mais après ça ouvre la porte à toutes sortes Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais je me dit non, c'est pas ça l'expression, mais je me souviens plus en fait. J'ai entendu tellement de fois, mais voilà, ça peut ouvrir vers des dérives et on retombe encore sur le même débat de juste pour éviter une situation, on va potentiellement en ouvrir 15 000 autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je ne sais pas. Là, je dirais. Ouais, moi je vais dire, dans ce cas, je suis profondément opposé à la décision de cette cour de justice. Je dirais que là, pour le coup, non, c'est pas quelque chose de cohérent. On peut pas partir sur cette pente extrêmement glissante de n'importe quel pays décide ça doit pas apparaître sur Google, donc ça doit apparaître nulle part. Comme tu l'évoquais en plaisantant, je veux pas que la Chine décide de ce qui peut apparaître sur Google France, quoi. Mais du coup, ça se rapproche un petit peu du sujet dont on parlait juste avant, là, où on disait, oui, il faut pouvoir enlever des messages sur Twitter ou Facebook qu'on estime haineux ou whatever. Donc, du coup, pourquoi tu semblais dire tout à l'heure que tu es en faveur du fait qu'on enlève ça, là, qu'on enlève ces messages, mais pour un site web, par contre, tu voudrais le laisser. Donc, tu vois, il y a encore une incohérence totale dans mon propos. Oui. Non, je pense que c'est pas le même domaine. Tu vois, je crois que là, c'est une question de souveraineté nationale ou unionale dans le cas de l'Union européenne, et on pourrait poser la même question pour la question du retrait du contenu sur les réseaux sociaux, de savoir si ce retrait doit s'effectuer dans un cadre national ou de groupe de pays, ou si ça doit s'appliquer au monde entier. Pour moi, oui, l'organisation en question, donc Twitter, Facebook, etc., doivent s'organiser pour essayer d'être plus efficaces dans la suppression de contenu, mais dans la suppression de contenu en fonction des sensibilités locales. C'est-à-dire que je veux qu'on puisse faire supprimer un contenu pour la France, l'Allemagne, Dieu sait quoi, qui est offensant sur Twitter, mais si jamais Twitter dit oui, on va le supprimer que pour vous dans votre pays, avec du géotagging, etc. Et oui, on pourra aller voir le Twitter américain si on veut avec un VPN, etc. Bien sûr, mais s'ils disent ça, je pense qu'ils ont raison de le faire comme ça. Je veux pas que nos décisions locales en France, par exemple, s'appliquent au Canada. Le Canada peut prendre ses propres décisions. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va vraiment à l'encontre de ce qu'est Internet. C'est-à-dire un gouvernement où il y a la charia qui dit, écoute, je vais pas avoir une femme derrière un volant ou qui travaille ou autre chose. Du coup, voilà, on enlève tous les sites qui montrent ça. Non, c'est juste pas possible. Tu peux pas. Je sais pas toi en particulier, mais c'est-à-dire que dès qu'un site ne va pas dans le sens de la vision d'un gouvernement qui peut être oppressant et qui peut, t'imagines Internet avec en Corée du Nord, c'est une page, c'est ça. Bon, déjà il y a pas Internet en Corée du Nord, mais Internet en Chine, c'est exactement ça. Et après question se déplace. Tu vois, la question se déplace. On peut dire le problème en Chine, c'est pas la gestion qu'a la Chine d'Internet.
Le vrai problème, c'est le régime chinois ou le régime saoudien ou le régime, tu vois, le régime en question qui va déterminer tel ou tel fonctionnement de leur société. Et ça, on peut en parler, bien sûr, et il faut en parler et il faut essayer d'amener. Alors, quelle est la meilleure manière d'amener ce type de progrès sociaux? C'est encore un autre débat. Mais si évidemment que je vais pas être content qu'un gouvernement qui va oppresser ou qui va être trop qui va oppresser sa population puisse faire supprimer des trucs d'internet. Évidemment que ça me plaît pas. Mais tu vois, là encore, on peut pas utiliser ce cas extrême pour dire du coup, il faut rien pouvoir faire en France non plus. Voilà, là, ça tombe à chaque fois sur le cas par cas, mais oui, mais c'est des cas différents. Tu fais une généralisation qui est dangereuse, quoi. C'est-à-dire que là encore, tu dis oui, mais regarde, ils vont faire ça en Chine. Du coup, on peut rien c'est même pas une question de contrôle. Et je sais que le fait de contrôler Internet est compliqué, mais par exemple, si on prend ton raisonnement à l'extrême, du coup, je vais dire, moi, je vais faire un site sur les bienfaits de l'idéologie nazie. Évidemment, on vient au point Godwin tout de suite, tu vois. Mais les bienfaits de l'idéologie, les bienfaits du racisme, soyons plus ouverts. Voilà, soyons un petit peu plus consensuels. Je fais un site sur les bienfaits du racisme, et moi je vais dire, bon, mais alors vous comprenez, il est scientifiquement prouvé que les Noirs ont quand même des capacités intellectuelles largement moindres, tu vois. Et je vais détailler tout ça sur mon site. Et les Juifs sont naturellement attirés par l'argent et voilà et machin. J'imagine que on pourrait comprendre dans nos contrées européennes avec notre histoire que ce type de site, on puisse demander à le faire fermer, tu vois, ou à son hébergeur de le faire supprimer. Oui, il pourrait réapparaître ailleurs sur le dark web, machin. Mais du coup, je te pose la question. On pourrait comprendre. Enfin, tu serais pour que ce genre de site ne soit pas hébergé chez OVH, par exemple, un exemple comme un autre. Comment tu réagirais, toi, avec le site de... Tu m'as eu sur la dernière partie, en fait, de ton argumentaire sur l'hébergement, la question d'hébergement. Mais sur la question du site en tant que tel, honnêtement, si je devais trancher, je dirais non, il doit exister, en fait. Le site doit exister. Tu es citoyen du monde, tu as une opinion. Après, la question d'opinion, ça va dépendre là, du pays, parce que voilà, le racisme, c'est pas une opinion, là, c'est. Non, mais c'est ça le problème. Donc c'est encore un autre débat, mais je pense que ce site doit exister. De la même façon que quand on est dans un pays, tous les sites doivent exister. Écoute, si je dois légiférer là-dessus en tant que président du monde, 2020, je dirais que oui. Tous les sites doivent exister et pour avoir une représentation réelle du monde dans lequel on vit et qu'on puisse avoir des discussions réelles et qu'on n'ait pas des discussions utopiques sur des choses qui n'existent pas alors qu'elles existent et qui sont dites sous la table ou non, il faut quelque chose qui existe. Excuse-moi, je vais du coup dépasser le débat de Internet simplement parce que j'ai besoin de comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu es contre les lois qui condamnent l'incitation à la haine raciale ou l'incitation à la haine tout court? Parce que c'est un peu ce que tu dis finalement. Écoute, c'est une question compliquée, mais non, c'est pas une question compliquée. Si, c'est une question compliquée parce qu'elle va à l'encontre de ce que je viens de dire. Donc maintenant, tu me coinces en fait avec ton truc. Mais écoute, c'est compliqué oui, effectivement, je suis un gars qui dit comme ça là, qui passe à TF1, qui dit faut tuer tous les noirs ou qui sont inférieurs. Oui, forcément, ça me fait chier quoi. Mais est-ce que la solution c'est de lui mettre une muselière et de prétendre que ce gars n'existe pas? Encore une fois, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être une autre solution à avoir, mais que d'accord. Fermer le débat ou mettre le pousser sous le tapis quoi, genre faire ça existe pas. C'est pas la solution en fait. C'est pas la solution que quand on vit dans un pays comme la Chine et que on a la possibilité de pousser une nouvelle loi,
le fait d'avoir une fenêtre ouverte sur le reste du monde avec un Internet ouvert donne une perspective différente et permet de faire avancer le pays dans une direction plus noble, en fait. Mais quand tout est contrôlé et que tu vois que ce qu'on t'autorise à voir, ben, tu vas avoir une vision skewed, là. Et puis, donc non, il y a de belles choses dans le monde, il y a des choses qui sont horribles, et il faut avoir le spectre complet pour pouvoir prendre des décisions. Écoute, je ne me rendais pas compte que Yann était en fait un comment ça s'appelle? Pas un anarchiste, mais un non, j'irai pas jusque là. Mais c'est pas un anarchiste. Ah, comment ils s'appellent ces Américains qui sont qui veulent que l'État ne soit impliqué dans rien du tout? Ah, j'ai un trou. Le mot m'échappe. Je suis sûr que les auditeurs me le rappelleront. Libertarian, voilà, libertarian. Je savais pas que t'étais un libertarian, que tu voulais le moins de contrôle possible. Bon, je me rendais pas compte, mais ce que je retiens en fait de ce que tu dis, c'est que tu dis il doit y avoir une autre solution. Et moi, j'aimerais qu'il y ait une autre solution, mais je n'en trouve pas encore aujourd'hui. Et jusqu'à ce qu'on en trouve une, je me rabats sur le moins pire. Tu vois, la solution la moins pire, même si elle a des défauts, je me dis que elle est quand même mieux que la situation qu'on a aujourd'hui. Mais clairement, je crois qu'on a établi qu'une fois de plus, Yann et Patrick ne sont pas d'accord et ça alimente les débats. C'est exactement ce qu'on veut dans cette émission. Voilà. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous pour l'épisode. On va conclure sur ces considérations philosophiques. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si tu es encore un petit peu actif sur les réseaux? Bah écoute, je suis toujours sur Twitter, Twitter /YannAlé, Y2NALT. Et puis sinon, je suis pas sur Facebook ou Google People ou je sais pas comment ça s'appelle ces jours-ci, mais voilà, je suis uniquement sur Twitter parce que je contrôle tout ce que je dis sur moi en tout cas. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Eh ben Yann Alé, Y-A-2-N-A-L-E-T sur Twitter. Merci beaucoup à toi mon ami. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr avec le rendez-vous jeu et d'autres émissions également, si vous appréciez ce type de contenu. Entre parenthèses, on sera donc je ne serai pas là pour le prochain épisode, ça sera normalement, si tout va bien, Jérôme qui prend les rênes de l'épisode, mais entre les deux, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura, comme je le disais, le fameux épisode Machine Learning et Deep Learning dans lesquels on vous explique ce que sont ces technologies, d'où elles viennent, leurs applications, comment ça fonctionne, etc. J'espère qu'il vous plaira, il sera disponible dans une semaine. Et quoi d'autre? N'oubliez pas, bien sûr, Patreon, le prix d'un café, le compte s'établit en vraiment 2 minutes, montre en main chrono. Si vous appréciez l'émission depuis vos plages et vos vacances, et ou alors si vous êtes tout seul au boulot et que vous vous emmerdez, et vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'épisode, soutenir l'émission, et vous aurez fait une bonne chose de votre été. Après ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, manger toutes les glaces, toutes les pizzas que vous voulez, vous serez tranquille niveau karma. Dans tous les cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Mais en même temps, moi, j'étais un petit peu comme ça il y a longtemps, pas aussi extrême que toi, mais c'est juste, tu vois, le fait de constater ce qu'est le résultat de notre rêve, tu vois. Non, mais tu vois un truc, c'est que il y a jusqu'à très récemment, j'étais persuadé, parce que j'en parlais au début là, quand je te disais que je suis noir, je passe un entretien, j'ai pas eu le boulot, donc c'est parce que je suis noir en fait. J'ai tellement de gens autour de moi qui m'ont sorti ça que
ça m'énervait et tout. Je dis, mais putain, mais remets-toi en question aussi. C'est peut-être pas parce que t'es noir, c'est peut-être parce que t'es juste mauvais, quoi, en fait. Yann Allais, le pote sympa. Parce que honnêtement, moi, j'ai jamais été victime de racisme au travail. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Et pour moi, c'était une minorité infime. Pour moi, la France était déjà passée bien au-delà de ça. Et puis quand j'ai vu sur Twitter des tweets quand Amélie Koubali a fait son truc là, et que j'ai vu les messages de haine envers les Noirs, entre autres, là ça a été le reality check. Et je me suis dit ah putain, ok, d'accord, je comprends maintenant, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que c'était abject, mais ça m'a quand même permis de réaliser le monde dans lequel on vit en fait, et ça a changé ma perspective.